18h40, pratiquement plus on en apprend, plus la disparition de Sophie Le Tan inquiète. L'étudiante de 20 ans s'est volatilisée le 7 septembre, le jour de son anniversaire, dans une banlieue de Strasbourg. Mardi, dans le cadre de cette affaire, un homme a été mis en examen et écroué. Il s'appelle Jean-Marc Reiser, il a 58 ans, il a été condamné déjà une fois à 15 ans de prison pour des viols. L'ADN de Sophie Le Tan a été retrouvé chez lui, ainsi qu'un second ADN féminin. Pour mieux comprendre, sur ce plateau, Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV, Guillaume Groult, technicien de la police scientifique, Florence Roas, avocate pénaliste au barreau de Paris, et Jacques Morel, général de gendarmerie. Bonsoir à tous. Juste avant de vous retrouver, de vous donner la parole, un mot de ce qu'il se passe en ce moment même. Bonsoir Perrine Vasque. Vous vous trouvez en ce moment sur un lieu de recherche pour tenter de retrouver Sophie Le Tan. Où en sommes-nous précisément ? Eh bien écoutez, les recherches elles continuent depuis ce matin dans cette forêt de Robertsau. Ici, nous nous trouvons à 15-20 minutes en voiture du domicile de Jean-Marc Reiser et vous pouvez le voir derrière moi. Eh bien, ces recherches sont toujours en cours. Elles se font avec les pompiers cynotechniques. Ce sont ces pompiers qui travaillent avec les chiens, notamment en haute montagne lors des avalanches. Ils sont un petit peu de toute la France. Vous avez des pompiers qui viennent de la Marne, du Jura, de Meurthe-et-Moselle pour donner un peu du renfort aux pompiers sur place. Ils travaillent en collaboration. Vous pouvez les voir également sur ces images avec des enquêteurs de la police judiciaire. Tout l'après-midi, nous les avons vus au travail faire des battues dans cette forêt. Tout à l'heure, d'ailleurs, il a beaucoup plu ici, mais les enquêteurs nous ont assuré que ça ne gênait pas les chiens pour la recherche d'indices, parce que vous vous en doutez, c'est bien de ça dont il s'agit, trouver des indices pour avancer dans cette enquête sur la disparition de Sophie Le Tan. Perrine, vous avez rencontré des proches de la famille de Françoise Aumann, la jeune femme disparue à Strasbourg en 1987, disparition pour laquelle Jean-Marc Reiser avait été suspecté. Dans quel état d'esprit sont-ils ce soir? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh bien écoutez Thomas, tout d'abord la colère d'avoir appris cette histoire par la presse et non pas par la justice ou par la police. Et puis ensuite, eh bien c'est l'abattement. Nous avons notamment rencontré la sœur de Françoise Aumann, Isabelle, qui était à l'époque de la disparition de sa sœur, âgée d'une vingtaine d'années, 21 ans précisément. Elle avait une petite fille de 9 mois qui est aujourd'hui une jeune fille que nous avons rencontrée également. Et l'impression, forcément, vous vous en doutez, eh bien que le cauchemar recommence. Le cauchemar de septembre 87 de la disparition de sa sœur, mais aussi eh bien le cauchemar de l'acquittement de Jean-Marc Reiser, vous l'avez dit, en 2001, parce que pour elles, et c'est leur conviction, elles ont toujours été convaincues que Jean-Marc Reiser a été coupable. Elles nous ont également beaucoup parlé de leurs parents, du père notamment de Françoise Aumann, un homme très en colère, nous a dit Isabelle, sa sœur, un homme qui a été encore plus en colère lors de l'acquittement, vous vous en doutez, mais qui avait décidé eh bien, de moins en parler, de passer à autre chose. Il avait une autre fille, une petite fille, une arrière-petite fille. Il avait décidé de continuer à vivre comme toute cette famille, et puis aujourd'hui, eh bien, c'est le cauchemar qui recommence. D'ailleurs, la famille Aumann, elle a pris l'habitude de partir en vacances au mois de septembre pour ne pas être là le 8 septembre pour se rappeler cette tragique disparition de Françoise. Et les parents, justement, de Françoise et Isabelle sont actuellement en vacances à l'étranger. Donc ils ne sont pas encore au courant. Ils rentrent ce soir. Leur fille Isabelle va leur apprendre une nouvelle, forcément qu'elle redoute d'annoncer à ses parents, aujourd'hui âgés de plus de 80 ans. Merci Perrine pour toutes ces précisions. Dominique Rizet, il y a les convictions, celles parfois des familles des victimes, il y a aussi les preuves, le travail de la police, et puis il y a des doutes, beaucoup de doutes sur la responsabilité de cet homme dans le cadre de cette nouvelle affaire Jean-Marc Reiser. Oui, beaucoup de doutes, c'est le suspect numéro 1, parce qu'il est celui qui a passé cette petite annonce à laquelle ont répondu deux jeunes filles qui sont venues accompagner. Donc l'homme ne s'est pas manifesté, Jean-Marc Reiser ne s'est pas manifesté. Et puis est venue une troisième personne qui était Sophie Le Tan. On sait qu'elle était intéressée par cette annonce, donc il est au centre de toutes les interrogations. On sait ensuite qu'à partir du moment où Sophie Le Tan disparaît et qu'on va perquisitionner chez lui parce qu'il devient un suspect, eh bien on va trouver chez lui l'ADN de Sophie Le Tan, des gouttes de sang, plus l'ADN d'une autre personne, dans un appartement dont le procureur de la République de Strasbourg nous apprend qu'il a été nettoyé de fond en comble, que les policiers, donc la police scientifique, a dû utiliser un révélateur pour faire apparaître ces traces de sang. On sous-entend beaucoup de traces de sang dans la salle de bain. Donc évidemment, il est au centre de toutes les attentions et de toutes les interrogations, et aussi parce qu'il a, on l'a tous dit, un passé.
deux développements en parallèle actuellement. Il y a le travail de la police sur le terrain, les recherches évidemment pour essayer de retrouver cette jeune fille, Sophie Le Tan. Il y a le travail d'expertise qui a eu lieu dans son appartement, vous venez de l'évoquer. Et puis il y a aussi le travail, j'allais dire, peut-être plus juridique, puisque cet homme a été mis en examen, il est écroué, il parle aux policiers. Pas beaucoup, mais il parle un peu aux policiers. Concrètement, ça se passe comment maintenant ? Alors, il a été mis en examen, placé en détention, et donc le temps de la justice commence véritablement. Il a été entendu en interrogatoire de première comparution, puis présenté à un juge des libertés de la détention, qui a donc décidé, au terme d'un débat contradictoire, de le placer en détention, et égard à probablement à la fois son passé, mais également des éléments factuels qui sont au dossier. Et maintenant, il est placé en détention. Par la suite, il va être entendu au fil du temps par le juge d'instruction. Je vous interromps très rapidement. Un placement en détention comme celui-ci, quand il est décidé, c'est parce qu'il y a des preuves matérielles, parce qu'il y a de fortes suspicions ou parce qu'on ne veut pas prendre de risques ? Alors, le placement en détention se fait en fonction d'un certain nombre d'éléments. Alors, c'est des indices concordants qui laissent penser que le risque de pression sur des témoins, sur d'éventuelles victimes, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères retenus par le juge des libertés et de la détention pour placer quelqu'un en détention, voilà, pour écrouer quelqu'un. Mais voilà, ça se fait à la fois sur les éléments de fait et à la fois sur ce qu'on appelle les garanties de représentation. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a un emploi, est-ce qu'elle a un domicile ? Voilà. Le principe en droit, en procédure pénale française, c'est que la liberté est le principe et la détention est l'exception. Voilà, c'est un peu... C'est pour ça que je vous posais la question. La détention est l'exception. Alors souvent, dans la pratique, on s'aperçoit que la détention est plus la règle que l'exception. Nous, en tant qu'avocats, on le regrette souvent. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce dossier en l'occurrence, mais probablement qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ont conduit le juge des libertés et de la détention à écrouer ce monsieur. Le passé judiciaire d'une personne, d'un suspect, si j'ose dire, compte dans ce genre de décision quand on a quelqu'un comme Jean-Marc Rézère qui a été condamné et qui a déjà fait 15 ans de prison ? Alors, forcément que le casier judiciaire donne un certain éclairage au dossier, mais ce n'est pas nécessaire et suffisant. C'est un élément. Voilà. Après, on tient compte d'autres éléments. On tient compte notamment des faits. Des éléments de preuve qu'il y a d'ores et déjà au dossier, et peut-être aussi des garanties de représentation. Mais en l'occurrence là, les garanties de représentation sont présentes, puisque ce monsieur a un domicile, il a, semble-t-il, un emploi. Donc c'est surtout sur les faits probablement, et effectivement corroboré par ce casier judiciaire, cette condamnation. Ça, c'est pour la procédure, ce qui se passe, si j'ose dire, dans le bureau du juge. Sur le terrain, de ce que l'on sait maintenant, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est l'exploitation des données ADN ? Est-ce que ce sont les recherches qui sont en cours ? On l'a vu encore tout à l'heure avec Perrine Basque. Alors maintenant, ce qui est le plus important maintenant, ce sera plutôt d'avoir de nouvelles réponses. Les réponses qui ont été apportées par la police scientifique, qu'on peut aiguiller des hypothèses qui ont pu dire nous avons trouvé telle trace ADN qui va dans le sens de la présence d'une personne sur des lieux, de traces qui peuvent qui sont potentiellement du sang, en grande quantité ou en quantité anormale ou surprenante. Ce sont des éléments de réponse. L'interprétation de ces éléments appartient à l'enquête. Pour pouvoir aboutir à une interprétation finale, il faut de nouveaux éléments. Ça peut être de la police scientifique, ça peut être du discours du mis en cause, ça peut être des choses qu'on relève dans le passé judiciaire, dans des éléments d'enquête. Ça peut être beaucoup de choses. Ce qui serait le plus important maintenant d'un point de vue police scientifique, ce serait de pouvoir apporter de nouveaux éléments, tels que savoir si on retrouve autre chose que ces traces de sang, si on peut pousser l'investigation plus loin, dans des zones pas encore explorées. Il y a matière à réfléchir, effectivement. Jacques Morel, on réfléchit comment l'enquête, elle va se dérouler comment à partir de maintenant avec les éléments dont on dispose ? Vous avez vu qu'il y a des opérations, surtout pour essayer de retrouver cette jeune femme. Bon, plus le temps va passer, plus, bien entendu, on s'oriente vers quelqu'un qui doit être décédé. Donc il y a des battues qui sont effectuées, recherche dans les plans d'eau et exploitation de toute piste. Donc les vidéos, ça a montré récemment son utilité. Donc je pense que les policiers exploitent toutes les vidéos qui peuvent se trouver à proximité de la zone de disparition de cette jeune femme, la téléphonie du suspect, les enquêtes de voisinage, les recherches sur son ordinateur, écouter aussi, entendre les jeunes autres femmes qui avaient fait
une demande pour visiter cet appartement. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, c'est la même téléphonie, c'est un téléphone prépayé. Donc, il y a vraiment une espèce de piège qui a été mis en place pour attirer les victimes dans cet appartement. Donc, les enquêteurs ont dû faire des groupes d'enquête et chacun se spécialise dans une direction. François, à l'heure où on se parle, 18h50 pratiquement, tout laisse à penser que cet homme, Jean-Marc Reiser, est d'une manière ou d'une autre impliqué dans cette affaire. L'ADN de la jeune fille a été retrouvé chez lui. Elle a disparu. Semble-t-il, elle a répondu à une annonce avec un numéro de téléphone qui était à lui. Est-ce que malgré tout, on ne va pas trop vite en besogne? Est-ce que tout ça, ça ne peut être que des hasards, des coïncidences, si j'ose dire, malgré le fait que cet homme a été condamné et qu'il ait eu cette condamnation donc, de 15 ans pour viol il y a quelques années? Vous savez, d'abord, déjà, le temps de la justice est un temps très particulier. Là, on analyse, on commente comme ça à brûle-pourpoint. Mais le temps de la justice est lent, est long. Donc, l'enquête va faire son travail. Moi, en tant qu'avocate, je ne peux pas me fonder sur des semble-t-il, sur des apparences. Souvent, on le sait, les apparences sont trompeuses. Donc, on ne peut pas rester comme ça en première ligne. On doit attendre que la justice fasse son travail. Ça veut dire qu'il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des auditions, il va y avoir des expertises. Et tout ça va nous donner des éléments. Et on verra, il y aura des auditions, des confrontations. D'ici là, sûrement que les recherches auront donné des résultats. Je crois qu'on ne peut pas crier à roue sur le baudet de cette manière. On le sait, c'est dangereux. Je ne dis pas que monsieur est coupable ou pas, ou je ne sais pas, moi. Je suis avocate, je regarde. Personne ici n'a accès au dossier, ça c'est sûr. Voilà, et il est nécessaire d'avoir accès au dossier pour donner un point de vue. Et même lorsque l'on a accès au dossier, je sais par expérience qu'on doit être prudent, prendre du recul et prendre le temps. On ne peut pas comme ça tirer des conclusions hâtives. C'est une très mauvaise chose en matière judiciaire, comme dans la vie en général d'ailleurs. Mais on ne peut pas comme ça se fonder sur des apparences. Maître Roy s'évoque le temps de l'enquête. Elle s'articule comment, cette enquête? C'est une question que je vous avais posée sur un plan plus technique, sur un plan plus général. Dominique Rizet, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, vous savez, il y a des éléments qui sont quand même assez précis. Un boulot de la police scientifique, on remarque que dans toutes ces nouvelles enquêtes ou ces enquêtes contemporaines, la police scientifique, elle est primordiale, capitale. On a rarement quelqu'un qui est interpellé qui dit « oui, c'est moi ». Ça peut arriver, mais de moins en moins. Mais on a de plus en plus une police scientifique efficace. Regardez ce qui s'est passé ici, cette fois-ci, traces de sang, ADN dans l'appartement, ce qui s'était passé dans l'affaire Lelandais. Quelqu'un qui est fermé, muré, traces de sang dans la voiture, sous un tapis. On va la chercher sous un tapis. Et là, il l'avoue parce qu'il est obligé. C'est de la police scientifique. On a d'autres enquêtes où on a de la police technique. C'est l'affaire Jonathan Daval, Alexia, la joggeuse qui disparaît. Là, c'est police technique parce qu'on a de la téléphonie, une voiture qui a bougé dans la nuit, un tracker, police technique. Donc, il va se passer des choses qui sont déjà, il y a des choses qui sont déjà mises en place d'un point de vue technique, biologique. La présence obligatoire de Sophie Le Tan dans cet appartement. Maintenant, les avocats vont parler. À quel degré est-il impliqué? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui dans l'appartement, que lui attire la personne? Ça peut arriver, dans cet appartement, que lui s'en va et que quelqu'un d'autre tue cette femme et qu'on est en train de s'imaginer que c'est lui. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'on a plutôt envie de croire qu'il est tout seul parce qu'il a un passé qui le dessert et qui plaît dans sa défaveur? Mais voilà, quoi, l'enquête, elle va s'orienter comme ça. C'est peut-être une question stupide, mais on en a beaucoup parlé ces dernières 48 heures. L'ADN de cette jeune femme retrouvée donc dans cet appartement, dans l'appartement de Jean-Marc Reiser, est-ce qu'il est possible, envisageable, probable que l'ADN de quelqu'un se trouve dans un endroit où cette personne n'est jamais allée? C'est possible. Je mets ma main sur ce téléphone, vous prenez ça, ce téléphone, il arrive chez vous, est-ce que chez vous... Ça a toujours été soulevé dans les affaires qui passent d'ailleurs aux assises ou en correctionnel, c'est toujours une hypothèse qui est souvent avancée. Il faut se demander dans quelles conditions c'est possible et en quelle proportion. C'est-à-dire qu'on laisse tous de l'ADN où je passe, d'ailleurs je suis en train de laisser de l'ADN sur votre plateau, dans une certaine proportion. Mais vous êtes là physiquement. Je vais rester ici assez longtemps, donc je vais en laisser beaucoup. J'en laisse sur mes vêtements ou sur une veste. Je vous donne ma veste, vous allez partir avec mon ADN. Vous posez cette veste chez vous, vous pouvez également en laisser un peu.
Très peu. Vous me la rendez, la veste est plus chez vous, mais il reste une trace ADN de chez moi. Et vous n'êtes jamais venu chez moi. Donc techniquement, c'est possible. Le problème, c'est la quantité et le type de trace qu'on détecte. Là, on détecte de l'ADN potentiellement en grande quantité, surtout sur cette trace laissée dans la salle de bain. Et il va falloir expliquer pourquoi on se retrouve avec une telle quantité. La police scientifique pose la conclusion. Nous avons telle trace à tel endroit, de telle nature, de plus ou moins forte intensité. On rend ce résultat. Nous, on ne va pas aller jusqu'à l'interprétation, c'est pas notre rôle, on donne une réponse. Quand, par exemple, l'enquêteur cherche quelque chose et que ça n'est pas là, malheureusement, ça n'est pas là. Et on n'est pas là pour l'inventer. Oui. Quand il y a quelque chose, on le rend. C'est du factuel. Il faut trouver une explication maintenant. La défense va donner son explication, on va la formuler. Les enquêteurs auront la leur et ils vont travailler dans un sens d'avoir un faisceau d'éléments qui vont leur permettre d'appuyer l'orientation de cette explication, d'appuyer leur explication des événements jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment solides pour juger qu'ils ont acquis ou déterminé la culpabilité d'une personne. Donc là, il manque encore un certain nombre de choses, et notamment, comme le disait Dominique Rizet, les aveux, c'est quand même relativement rare. Là, les enquêteurs vont s'atteler, comme ils l'ont fait avant, ils vont continuer après, à trouver d'autres traces et à déterminer les déplacements de ce monsieur. Avant de parler des aveux avec Jacques Morel, je voudrais vous poser cette question toujours concernant l'ADN. On nous parle d'un ADN féminin. Comment on détermine si l'ADN est masculin ou féminin ? Alors c'est très simple, puisque sur le chromosome qui détermine le sexe, qui est pas systématiquement en analyse avec le reste des autres zones observées aux analyses, vous aurez le génotype XX pour les femmes, XY pour les hommes. On sait directement si un ADN est féminin ou masculin, pour peu que, évidemment, cette localisation soit interprétable, enfin qu'elle soit bien analysable. Ça, c'est sans aucun doute. Ça, c'est sans aucun doute. On peut déterminer un ADN féminin. Après, ça s'arrête là, dans le sens où on n'a pas plus que le sexe sur ces analyses. Ça peut être l'ADN de n'importe qui. Jacques Morel, pour faire parler quelqu'un, pour faire avouer quelqu'un, le mieux, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors là, on parle des ADN, donc vous veniez sur l'ADN de transport. On peut imaginer qu'effectivement un ADN a été transporté, mais quand cet ADN de transport, on le retrouve dans une trace de sang, c'est quand même, si vous voulez, une suspicion qu'il s'est passé autre chose qu'un transport d'ADN, hein, juste pour fermer la parenthèse. Donc ensuite, on a oublié aussi que ce corps a sûrement été transporté, donc les enquêteurs vont essayer, pour faire parler cette personne qui est maintenant en détention, d'apporter d'autres éléments, comme ça a été fait dans l'affaire Lelandais, et sa voiture... où les voitures qu'il a pu utiliser vont être décortiquées. Et s'il y a eu un transport d'un corps et que ce corps, en plus, avait saigné, présentait des blessures, il y a de grandes chances que même s'il a lavé sa voiture, on va retrouver également dans la voiture des traces de sang et de l'ADN de la personne qui a disparu. C'est indestructible l'ADN, ou il y a des moyens de le faire disparaître totalement ? Je crois que l'exemple que citait Dominique Rizet de Lelandais, il a passé des heures à nettoyer sa voiture avec des produits détergents, mais quand les enquêteurs décortiquent complètement une voiture, par les voies de circulation des liquides, ça passe sous les tapis de sol, ça descend dans les ceintures de sécurité, il y en a automatiquement... Mais à moins de brûler complètement peut-être le véhicule, voilà, ou l'objet, c'est très difficile de le faire disparaître complètement. Tout à fait, c'est la seule manière. Mais bon, là... Je ne sais pas si ce monsieur avait une voiture, s'il avait loué une voiture, s'il a emprunté des voitures. Les enquêteurs vont regarder tout ça pour apporter d'autres éléments. Non seulement il y a cet appartement, mais après, si on trouve des traces dans un véhicule, ça veut bien dire que le corps a été transporté depuis l'appartement. Merci à tous les quatre d'être venus ici ce soir sur ce plateau nous expliquer tout ça. C'est une affaire qui se poursuit bien sûr et qu'on vous fait suivre sur BFM TV tout au long de la soirée et des prochains jours évidemment. C'est une situation qui évolue.